Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Simon. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Merci pour l'invitation encore une fois. Oui, là on est sur le deuxième épisode qu'on enregistre proche de la mise en place de la loi 25 qui a des effets très importants sur ce qui s'en vient. On avait déjà parlé de tout le volet du consentement, transparence dans le premier épisode. Là, on va aborder le second volet qui est beaucoup plus diversifié, mais tout aussi important. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Oui, tout à fait, exactement. On a fait un peu l'introduction à l'épisode précédent, mais dans le 22 septembre 2023, la très, très grande majorité, en fait, pratiquement la totalité des obligations introduites par la loi 25 seront en vigueur, sous réserve d'une disposition dont je vais parler un petit peu plus tard. Et donc, c'est vraiment le jour J là, en matière de réforme de la protection des renseignements personnels au Québec, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et dans l'épisode précédent, on a parlé du consentement, des enjeux, des zones grises, beaucoup de zones grises en ce qui concerne le consentement, même si la loi vient quand même clarifier certains éléments. Aujourd'hui, on va se concentrer sur d'autres aspects de la loi 25 qui sont tout aussi importants. Premièrement, les obligations en matière de gouvernance, parce qu'il y a vraiment l'accent est mis par cette loi-là sur la gestion des renseignements personnels à l'interne, puis les politiques et procédures qui doivent être prises. Les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, qui est un nouveau processus qui va se généraliser maintenant dans les organisations publiques comme privées. Les nouveaux droits qui sont conférés par la loi aux individus, donc qui sont pertinents à savoir pour le public, qui sont également pertinents à savoir pour les organisations qui vont devoir traiter ces demandes-là. Puis on va glisser quelques mots sur les sanctions. Donc le nouveau régime qui va permettre à la Commission d'accès à l'information d'imposer des sanctions administratives. Ça fait un peu le tour de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Pour commencer avec la gouvernance, il y a déjà depuis le 22 septembre 2022 une obligation de désigner un responsable de la protection des renseignements personnels dans toute organisation assujettie à la loi. Et par défaut, ça se trouve à être la personne avec la plus haute autorité, donc dans une entreprise, un président directeur général, par exemple, qui assume ces responsabilités-là si elles n'ont pas été déléguées à une autre personne par écrit. Mais cette personne-là, donc la personne qui assume ce rôle-là a différentes obligations à travers la loi, notamment celle d'adopter des règles de gouvernance à l'interne en matière de protection des renseignements personnels, qui doivent notamment aborder les thèmes de la conservation et de la destruction des renseignements. Donc, on pense ici au fameux calendrier de conservation que les organisations commencent à mettre en place ou ont déjà mis en place pour déterminer les durées de conservation applicables aux renseignements. Ça, c'est toujours la question à $100 là, ou à plusieurs centaines de dollars, dépendamment de qui on demande, mais c'est toujours une question pas évidente. Combien de temps est-ce qu'on peut conserver ça? Parce qu'il y a certaines lois qui prévoient des délais, donc dans ce cas-ci, c'est plus simple. Mais sinon, la loi nous dit qu'il faut les garder pour la durée que c'est nécessaire. La durée que c'est nécessaire, mais ça va dépendre de plusieurs circonstances. Donc, un outil pour s'aider à déterminer ça, c'est un calendrier de conservation. Donc ça commence à être de plus en plus développé. Ouais, est-ce que dans les lignes directrices de la commission d'accès, est-ce que des balises qui sont fournies ou c'est vraiment laissé à la discrétion de l'entreprise? Ça n'a pas encore été couvert, si on veut, directement par la commission d'accès à l'information, considérant que son projet de ligne directrice visait uniquement les critères de validité du consentement. Donc, puis même s'il est allé un petit peu au-delà, là, certains diront de simplement les questions de critères de validité du consentement. La question de la conservation ne rentre pas tout à fait là-dedans. Ceci étant dit, la CAI est quand même venue préciser que pour obtenir un consentement valide, il faudrait mentionner aux individus la durée de validité du consentement qu'ils s'apprêtent à donner. Donc, de déterminer la durée pour laquelle le consentement va être valide. Chose qui est plus ou moins requise par la loi, en fait. Donc, il y a une ambiguïté là, ici entre l'interprétation de la CAI et qu'est-ce que la loi requiert. Fait que ça, c'est un des éléments relatifs à la conservation qui se trouve dans les lignes directrices, mais qui n'est pas, si on veut, directement lié aux politiques internes qu'on doit se doter en matière de conservation. Donc oui, les entreprises puis les organismes ont beaucoup laissé à eux-mêmes pour déterminer quelles sont les durées qui sont raisonnables, si on veut. Mais c'est une des responsabilités là, de gouvernance à mettre en place. Les autres éléments, c'est
la description des rôles et des responsabilités du personnel en matière de gestion des renseignements personnels. Donc, de faire un peu une charte là, ou un cadre de gouvernance sur qui fait quoi, quel département est responsable de quoi, s'il y a une plainte, ça va à qui, tout ça. Parce que le processus de traitement des plaintes et le processus de traitement des demandes des individus est également un élément qui doit être couvert dans les règles de gouvernance. Donc, la loi n'est pas super spécifique. Elle ne vous dit pas, par exemple, bon, vous devez avoir telle politique. Elle mentionne qu'il est obligatoire d'avoir une politique de confidentialité publiée sur le web quand on recueille des renseignements par un moyen technologique, là, donc sur le web. Donc, si on est actif sur le web et qu'on recueille des données sur le web, il va nous falloir une politique de confidentialité. Là, maintenant, ça devient un peu un standard, même si on n'est pas un site qui fait du commerce électronique. Là, et ça va plus large que ça. Donc, si on veut la politique de confidentialité externe, celle qu'on trouve dans les bandeaux, là, dans les pieds de page des sites web, ça devient vraiment, si on veut, un essentiel. Mais toute l'autre armature de politique interne qui peuvent s'appliquer, mais là, ça, c'est quelque chose que c'est pas nécessairement précis dans la loi quel type de politique il faut y avoir, mais il y a des thèmes qui doivent être couverts, donc on peut les regrouper dans une seule politique, on peut les mettre dans des politiques existantes. Bref, il y a tout un exercice de gouvernance qui doit être fait en lien avec la loi 25. Donc ça, si on veut, c'est un des chantiers qui s'en vient à partir du 22 septembre et qui a honnêtement déjà été commencé par beaucoup d'organisations. J'espère qu'il a été commencé parce que c'est la date de mise en application. Là. C'est-à-dire qu'à cette date-là, ça doit être prêt. Exact. Mais en même temps, la gouvernance, la conformité, c'est pas non plus un exercice qu'on peut dire, OK, là, on a coché toutes les boîtes, tout est fait, c'est beau, on est correct, on peut passer au prochain appel. C'est se doter de politiques qui reflètent nos pratiques, donc qui peuvent être mises en place de façon concrète et applicable, mais qui à la fois aident améliorent la protection, donc qui modifient aussi les pratiques existantes. Fait que c'est sûr que pour faire ça, dépendamment de la taille de l'organisation, mais ça peut prendre du temps, puis c'est quelque chose qui se développe en continu. Puis l'autre gros aspect du volet gouvernance de la loi 25, c'est les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, mieux connu en anglais sous le terme Privacy Impact Assessment, ou PIA, qui était une recommandation générale au Canada ou au Québec avant l'adoption de la loi 25. La loi 25 en crée des 3 obligations formelles de faire des EMVP, 2 plus spécifiques puis une assez générale. Donc, les plus spécifiques que j'aborderai pas nécessairement aujourd'hui, là, c'est une qui vise donc faire une EMVP quand on transfère des renseignements personnels à l'extérieur du Québec ou qu'on confie à un tiers qui est à l'extérieur du Québec la tâche de les conserver pour nous ou de les collecter ou de les utiliser pour notre compte. Donc, si on veut, ça a une espèce de double vocation, mais bref. Dès lors que des renseignements personnels sont échangés là, à l'extérieur du Québec, ce qui inclut les autres provinces canadiennes, il y a une obligation de faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour s'assurer que que les renseignements vont avoir une protection adéquate, tout en considérant les lois applicables dans l'État vers lequel on les envoie. Ça, c'est pas un exercice qui est nécessairement facile à faire. Pas quelque chose non plus on n'a pas encore de ligne directrice très claire là-dessus. Donc, si on veut des critères aussi là, généraux qui peuvent commander des analyses juridiques complexes, ben là, ça reste aux organisations de dire, OK, comment est-ce qu'on gère ça? La chose certaine, l'obligation, elle s'applique, puis elle s'applique aux communications en tant que telles. Donc, même si on a déjà un contrat en cours avec un fournisseur, par exemple un fournisseur d'infos nuagiques qui stocke des données sur différents serveurs qui peuvent être situés à différents endroits, mais ce stockage-là, il est lié à des transferts de renseignements personnels continus. C'est pas là, si on l'a envoyé, c'est tout là, puis là, on n'en envoie plus. Donc, l'obligation, même si le contrat est existant, va s'appliquer à cette relation-là dès le 22 septembre. Donc, il n'y a pas une rétroactivité de la loi comme telle, mais il y a quand même un aspect que si on fait des transferts continus, ben, à un moment donné, il y a un des transferts qui va être assujetti à l'obligation d'avoir fait une EVP. Oui. Question par rapport à ça, parce qu'il y a quand même la loi sur l'accès et la loi sur le privé qui sont deux qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles associées à ce genre de choses-là. Cette
condition-là est égale dans les deux ou elle est un peu différente? Elle est égale dans les deux. Ça a été harmonisé, là, si on veut, parce que c'était pas tout à fait pareil. Ça a été harmonisé. Donc, l'exigence dans les deux lois, elle est pareille. Et justement, le gouvernement du Québec a publié sur une page dédiée aux organismes publics qu'on pourrait mettre en commentaire là, dans l'épisode, un tableau qui indique qu'est-ce que les organisations devraient regarder dans le régime juridique étranger, qu'est-ce que les organismes publics, parce que c'est adressé aux organismes publics, devraient regarder dans le régime juridique étranger pour déterminer si la protection est adéquate. Donc, ça, pour l'instant, c'est la seule forme de ligne directrice là, qu'on a pour appliquer ça, et considérant l'équivalence de la disposition dans le privé et dans le public, ben même dans le privé, nous, on recommande de regarder de ce côté-là pour se donner un peu des critères. Donc, c'est intéressant parce que moi, je suis familier avec le régime public par la nature de mes clients. Pour ça, j'étais curieux de savoir si c'était la même dans les entreprises privées. Fait que, très intéressant. Ça va bousculer beaucoup de choses. Oui, c'est une des dispositions, une des exigences qui étaient les plus discutées depuis l'adoption de la loi. Puis même pendant le projet de loi 64, c'était un des articles qui faisait le plus débat. Ça, c'est sûr. L'autre exigence de FVP spécifique, c'est celle qui concerne la communication de renseignements personnels à des chercheurs, donc à des fins de recherche, qui, elle, est assujettie là aussi à un régime spécifique qui implique de faire l'évaluation, d'analyser la présentation des activités de recherche, de faire une entente de partage de recherche, puis tout ça. Donc ça, c'est un cadre quand même assez spécifique, mais qui permet donc de partager les renseignements personnels sans consentement à des chercheurs. Ça, c'est intéressant. C'était pas quelque chose qui était nécessaire. En fait, il y avait déjà cette exigence-là dans la loi, mais elle était assujettie à une autorisation de la commission d'accès. Maintenant, la loi prévoit pas que la commission d'accès doit autoriser, prévoit juste que la commission d'accès doit être informée de la communication en question. Puis, l'obligation générale, donc celle qui va avoir le plus d'impact dans les organisations, c'est l'exigence de faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée dès lors qu'on acquiert, qu'on développe, qu'on fait une refonte d'un nouveau système d'information ou d'un système de prestation électronique de services, qui sont des gros termes, qui sont pas définis dans la loi, mais qui visent assez large. Là. Donc, le système d'information est plus large que le système informatique. Donc, un système informatique, déjà, c'est assez large. Hein, ça peut être n'importe quelle forme de logiciel, tout ça. Système d'information, c'est encore plus large que ça. Jusqu'où ça va, c'est pas encore clair. Mais bref, c'est important. Je pense que c'est pertinent de le comprendre comme étant large. Puis la prestation électronique de service, ben là, c'est une prestation de service. Donc, soit un module en ligne qui est accessible aux consommateurs ou aux citoyens si on est dans le public. Donc, quand on va avoir ce type de projet-là, il va falloir faire une FVP de ce projet-là. Puis bon, bien sûr, il faut que le projet traite des renseignements personnels. Là. Si on a un nouveau système TI qui traite des données techniques associées à l'utilisation d'un réseau, je dis ça ne sera pas assujetti à ça. Mais quand il y a des renseignements personnels, ça va l'être. Puis là, non plus, il n'y a pas énormément de critères sur comment réaliser cette FVP-là. Puis, il y a un guide qui était publié par la Commission d'accès à l'information, mais qui était antérieur au projet de loi 64. Et là, le guide mentionne en gros bandeau au début qu'il n'a pas encore été mis à jour. Je vous confirme qu'il n'est pas encore à jour. Donc, il n'y a pas encore de guide sur le FVP des nouveaux systèmes. Mais, de façon générale, les enseignements qui sont dans ce guide-là sont valables parce que si on veut, ça nous donne les critères généraux qui doivent être pris en considération dans le FVP. Là. Donc, pour garder l'objectif de notre projet. Est-ce que c'est un objectif légitime? Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable aux yeux de monsieur, madame, tout le monde ou non? Si la réponse est non, ben, il faut déjà arrêter là. Ensuite, bon, si l'objectif est acceptable, il faut évaluer la nécessité de recueillir certaines données. Est-ce que toutes les données qu'on collecte sont nécessaires pour atteindre notre objectif? S'il y en a qu'on pourrait ne pas recueillir, idéalement, il faudrait ne pas les recueillir. Puis bref, ensuite, d'évaluer quel type de mesures on peut prendre pour améliorer la protection des données dans ce projet-là. Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser des données dépersonnalisées au lieu d'utiliser des renseignements personnels? Est-ce qu'on peut utiliser
Est-ce qu'on peut réduire la durée de conservation? Est-ce qu'on peut informer plus adéquatement les gens de leurs droits par rapport à ce système-là, les différentes fonctions? Bref, c'est un peu le but d'une FVP, c'est d'arriver à identifier des mesures qui vont améliorer la protection des renseignements personnels. Le but, c'est pas juste de faire de la paperasse puis de faire des tonnes de documents qui se trouvent dans un fichier FVP. Le but, c'est que chaque FVP génère des recommandations qui aident à améliorer le système. Donc, il faut prendre ça en compte aussi, je pense, dans la conformité avec cette obligation-là. Et de toute façon, il y a un guide sur le site de la commission qui nous aide à faire des FVP aussi. Là, s'il y a lieu les gens ne savent pas trop comment s'y prendre, ils ont quand même des ressources qui permettent justement de nous guider dans cet exercice-là. Oui, c'est ça. Le guide actuel, il n'a pas été mis à jour, mais il peut quand même donner les grandes lignes là, de les questions qu'on devrait se poser dans le cadre de la FVP, parce que la loi n'impose pas de critères spécifiques à la FVP des systèmes. Donc, qu'est-ce que le guide propose? Et si on veut, des critères qui peuvent être pertinents parce qu'ils ne seront pas en contradiction avec la loi, mais la loi n'en propose pas. Donc voilà. Puis ensuite, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est les nouveaux droits qui ont été introduits dans la loi. Donc, premièrement, il y a des droits qui existent déjà dans les lois de protection des renseignements personnels, puis peut-être que les gens ne sont pas nécessairement familiers, mais le droit d'accéder à tes renseignements personnels, le droit de les faire corriger s'ils sont inexacts, mais c'est déjà quelque chose qui est prévu dans la loi. La loi 25 ne vient pas changer ces droits-là. En fait, ça demeure, si on veut, le même statut. Par contre, il y a des nouveaux droits qui sont ajoutés, donc notamment en matière de prise de décision automatisée. Donc maintenant, si on utilise des renseignements personnels d'un individu on fait un traitement automatisé de ces renseignements-là, donc pensons aussi à différents types d'algorithmes de recommandation, d'algorithmes décisionnels qui utilisent l'intelligence artificielle, et que ça mène à une décision sur un individu, il va falloir informer l'individu que la décision a été prise au moyen d'un algorithme d'intelligence artificielle, au moyen d'un traitement automatisé de ses renseignements personnels. Ensuite, il faut également lui offrir une possibilité de présenter des observations, c'est ce que la loi dit, mais bon, on peut comprendre aussi de contester la décision sans créer une obligation pour l'organisation de nécessairement la changer. Il y a quand même une obligation de traiter la demande de contestation pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et sur demande, si la personne fait une demande pour avoir plus d'informations, on doit expliquer comment la décision automatisée a été prise, quels renseignements ont été utilisés pour prendre la décision. Il faut également mentionner que si les renseignements en question qui ont été utilisés n'étaient pas exacts, bien là, la personne peut demander une rectification de ces renseignements-là et donc relancer le processus de décision. Donc, ça, c'est si on veut un nouveau régime qui s'applique aux décisions automatisées, qui ne sont pas nécessairement si courantes pour le moment, mais qui ne faisaient pas nécessairement l'objet d'un encadrement spécifique non plus. Donc, on ne le savait peut-être pas quand il y avait des décisions automatisées, mais là, maintenant, on va recevoir des avis. Donc, ça devrait être mentionné à quelque part. Ça, c'est un nouveau droit. L'autre élément, c'est le droit à la désindexation ou droit à l'oubli. On appelle souvent ça aussi le droit à l'oubli, qui va permettre aux individus de faire des demandes pour que soit un contenu soit retiré par le diffuseur en tant que tel, s'il porte atteinte à sa vie privée, à sa réputation, puis que le préjudice sur sa vie privée, là, si on veut, dépasse l'intérêt public. Mais également pourrait s'appliquer pour la désindexation, donc le fait de retirer un lien vers un contenu. Là. Donc, tant les diffuseurs que les moteurs de recherche là, pourraient être assujettis à cette disposition-là, qui, c'est ça, visent quand même des situations spécifiques. C'est pas toutes les organisations qui diffusent du contenu ou indexent du contenu sur le web, mais pour celles qui le font, c'est pertinent de garder ça en tête. Oui, puis c'est pas
absolu. Ce droit-là, tu le mentionnes, il y a des critères, puis les critères sont quand même assez sévères. C'est pas moi, me lève le samedi matin puis je vais me faire désindexer. Ça fonctionne pas exactement comme ça parce que si j'atteins pas les seuils qui permettent cette désindexation-là, ben ça va être juste refusé par le site en question, là. Oui, exact. Il faut que la diffusion du renseignement porte un préjudice grave à l'individu. Ce préjudice-là dépasse l'intérêt du public de connaître l'information. Donc, c'est pas parce qu'on a un nouveau droit à l'oubli qu'on peut s'attendre à ce que tout ce qui est diffusé à notre sujet sur le web, on a juste à faire une demande, envoyer un courriel ici et là, puis ça va être retiré. C'est sûr que ça va être des évaluations faites par les organisations elles-mêmes. Donc, peut-être que certaines organisations vont avoir, si on veut, un standard plus bas pour retirer du contenu, puis d'autres vont avoir un standard plus haut, parce que c'est pas la caille qui fait cette analyse-là, c'est la personne à qui vous faites la demande. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se développe. Mais oui, c'est pertinent de remarquer que c'est quand même des critères élevés. Je pense que le législateur voulait également reconnaître qu'il y a une valeur à avoir du contenu diffusé, puis voilà. L'autre nouveau droit qui est la dernière disposition, la toute fin du marathon de la loi 25 qui rentre en vigueur le 22 septembre 2024. La seule, en fait, c'est le droit à la portabilité. Une des raisons pourquoi il rentre en vigueur si tard, c'est que c'est probablement pas très clair comment est-ce qu'on va se conformer à cela. Mais bref, c'est inspiré du RGPD, bien sûr. Puis c'est comme une forme de droit d'accès, mais plus techno, si on veut le vulgariser. Donc oui, maintenant, vous pouvez avoir accès à vos renseignements personnels. Puis souvent, c'est soit on va vous dire, on a ces renseignements-là, ou on va vous envoyer un papier, ou on va vous envoyer un PDF. Mais là, le droit à la portabilité, c'est qu'on doit vous les communiquer sous la forme dans un format technologique qui permet d'être interopérable avec d'autres bases de données. Donc, là, ici, quel type de format, quelle est la pertinence aussi de cela, là, parce qu'en discutant avec certains clients, des fois, ils nous disent, c'est bien beau le droit à la portabilité, mais moi, parce que le but un peu, c'est que les gens puissent prendre leurs renseignements personnels chez fournisseur X puis les amener chez fournisseur Y. Des fois, nos clients nous disent, même si quelqu'un arrive avec son petit fichier zip là, de renseignements, là, moi, je les veux pas. Là. Je veux pas mettre ça dans ma base, ça rentre pas dans mon afflux de données. Tu sais, les organisations, justement, ont leur politique de confidentialité, ont leur calendrier. Ils veulent recueillir uniquement ce qu'ils ont dit qu'ils allaient recueillir. Ils veulent pas juste prendre tout ce qu'on leur donne comme ça sur un plateau d'argent nécessairement. Donc, la valeur ajoutée du droit à la portabilité est pas particulièrement claire pour l'instant. Mais bref, c'est quelque chose qui s'en vient, puis ça va surtout exiger des refontes, des processus internes techniques à développer, là, parce que comment est-ce qu'on prend tous les renseignements d'un individu puis qu'on met ça dans un fichier qui lui permet après ça de les utiliser ailleurs comme il le veut, c'est pas nécessairement évident. Ouais, j'ai hâte de voir parce que la logique inhérente à ça, puis pour moi, comme technologue, elle est simple. C'est juste que les grands fournisseurs, là, on va dire les grands fournisseurs cloud, par exemple, sont un bel exemple. On voulait éviter le lock-in de le fait qu'on soit prisonnier de ces grands fournisseurs-là. Mais ça veut son application plus large à des plus petits fournisseurs, des fournisseurs locaux au Québec ou au Canada. Elle est un peu plus hors de l'idée initiale, mais j'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser parce que, soit il y en a un qui ne veulent pas les données de l'autre, parce que ça ne sert strictement à rien, ou les données qu'on va sortir vont servir à rien totalement. D'un côté, puis quand on parle de ces éléments-là, c'est comme ce que dans Twitter ou dans Facebook, par exemple, on est capable de faire exporter l'ensemble de nos informations. Ça a une certaine pertinence, mais mes informations Twitter, je ne peux pas les réimporter nulle part. Je les garde chez nous, tranquillou, puis ça vient de s'éteindre là. Je ne sais pas à quel point ça a une valeur réelle, tout ça, ou c'était juste un objectif louable du législateur européen et maintenant québécois de se donner l'impression qu'on n'est pas prisonnier de ces fournisseurs-là. Mm-hmm. Puis après ça, c'est aux fournisseurs aussi de mettre en place les processus pour permettre ça. Là. On sait Facebook ou autres qui ont créé des processus, mais pour les plus petits joueurs, ça sera vraiment pas évident. Puis aussi, je pense qu'une des questions qu'on a, c'est est-ce que ça pourrait mener à créer
avoir un impact négatif sur la protection des renseignements personnels des individus parce qu'il y aurait une plus forte, si on veut, la dissémination des données dans des formats qui permettent de les agréger, de les consolider. Donc, si on veut, là, une personne qui fait des demandes de portabilité à répétition partout, qui se met avec d'autres, qui développe une espèce de base de données, parce que bon, en ce moment, si on a juste des PDF, une copie par-ci, par-là, c'est pas quelque chose qui s'agrège très facilement. Mais là, avec la portabilité, on vient développer une forme de format qui permet la combinaison de toute cette base de données. Puis je pense pas que le but de la loi, ce soit de mener à des espèces de bases de données open source de renseignements personnels de tous les Québécois qui ont fait des demandes de portabilité. Donc, il y a aussi ce volet-là qui inquiète un peu, je pense, mais en même temps, le droit d'accès, même à ce jour, demeure méconnu. C'est pas tout le monde qui fait, je veux dire, c'est assez rare qu'on fait des demandes d'accès à nos renseignements personnels, puis Dieu sait que nos renseignements personnels, il y a énormément d'organisations qui les ont. Est-ce que le droit à la portabilité, parce qu'il va arriver en 2024, tout le monde va se lancer là-dessus pour faire des demandes? Probablement pas non plus. Donc, peut-être que l'impact sera pas si grand, mais chose certaine, les organisations, elles, doivent développer quand même des moyens pour se conformer si jamais elles ont une demande. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez coûteux. Donc, c'est à mettre sur les radars parce que même après le 22 septembre 2023, ça ne sera pas fini, la loi 25, qui va toujours avoir le droit à la portabilité dans votre chaussure, qui va dire « Ah, il y a ça qui s'en vient encore. » Mais bon, ce qui s'en vient aussi, puis qu'est-ce qui était, si on veut, le point numéro 1 du projet de loi 64 et de toute cette réforme-là, c'est les sanctions. On disait, c'est bien beau d'avoir une loi, c'est bien beau d'avoir des obligations. Si on n'a pas de sanctions, personne ne va prendre ça au sérieux. On a ajouté des grosses sanctions. Là, maintenant, là, au niveau administratif, dans ce que la CAI peut elle-même imposer, maximum 10 millions de dollars ou 2 % du chiffre d'affaires. Au volet pénal, on est à 4 %, on double l'amende. C'est des sanctions importantes, puis on voit que depuis les 2 dernières années, les gens prennent ça au sérieux. Du moins, beaucoup d'organisations ont pris au sérieux le projet de loi 64, la loi 25, parce que en fait, une des raisons, c'est que oui, il y a des nouvelles obligations, puis que ça devient, il y a une conscientisation aussi, je pense, des organisations, mais c'est sûr que les sanctions ont eu un impact. Oui, absolument, parce que puis ça, c'est une impression, parce que les gens parlent de loi 25 comme étant un ensemble, un nouveau corpus légal qui est apparu de nulle part. Quand elle a arrêté, ça n'a fait que modifier 2 lois existantes. Les modifications ne sont pas si majeures que ça dans ces lois-là, ça fait déjà quand même un temps qu'on avait les obligations. Et l'absence de pénalité, je crois, était probablement une des raisons, parce que, bref, les pénalités rajoutées par PS64 sont clairement une motivation importante de se conformer à l'ensemble du nouveau régime, mais qui était quand même en bonne partie déjà existant avant l'arrivée de loi 25. Surtout que là, on va avoir un régime de sanctions administratives, chose qu'on n'avait pas. On avait déjà des sanctions pénales, mais si on veut, n'était pas vraiment appliqué, puis était pas super élevé, puis il fallait pour une sanction pénale, ce ne sera pas la Commission d'accès à l'information, c'est devant les tribunaux, on s'en va à la Cour du Québec, tout ça, donc ça prenait un poursuivant et tout, donc c'était pas un régime très efficace. Mais là, le régulateur lui-même, c'est-à-dire la Commission qui applique la loi, qui a cette responsabilité-là, qui est de faire des enquêtes, tout ça, ben à l'issue d'une enquête, elle pourrait imposer une sanction. Là. Donc, il n'y aura pas un autre processus, mais ça va être direct. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui force la conformité, ou du moins qui encourage fortement la conformité. Donc, dans ce régime-là, j'ai déjà mentionné les montants maximum. Ça va être parce que la Commission d'accès à l'information a publié un cadre d'application de ces sanctions qui donne un petit peu plus d'informations sur comment elle va appliquer ça là, à partir du 22 septembre prochain. Donc, ça va être un membre un directeur de sa section surveillance. La Commission d'accès à l'information a une section juridictionnelle et une section surveillance. Donc, on comprend que la section surveillance va plus prendre ça en charge. Il va également y avoir des avis de non-conformité qui vont être envoyés aux entreprises parce que les sanctions administratives, c'est que dans le secteur privé. Donc, qui vont être envoyés aux entreprises par la Commission lorsqu'elles constatent un manquement. Donc, on peut comprendre que ça ne sera pas « voici la lettre, voici la sanction, payez 1 million, merci de nous revenir dans les 30 prochains jours ». Il va y avoir un processus, il va y avoir des avis de non-conformité, donc probablement des représentations, possibilité de remédier au manquement
dans un certain délai pour éviter la pénalité, puisque le but du régime, c'est pas de donner de l'argent au gouvernement. Le but du régime, c'est d'encourager la conformité. Donc, si les organisations remédient à leurs manquements ou améliorent leur processus, ben ça accomplit l'objectif. Puis, la Commission a également proposé des montants de base qui sont assez raisonnables pour différentes catégories de manquements, là, donc un niveau de gravité de 4 niveaux, là, de A à B. Puis pour les entreprises, le niveau, donc la catégorie de manquement la plus élevée, le montant de base est de 15 000 $. Donc le montant de base, c'est le montant minimum pour ce type de manquement-là. Quand on sait que le maximum, c'est 10 millions, mais on comprend qu'il y a tout un jeu entre le minimum et le maximum, mais surtout, on comprend que la Commission ne s'est pas mis en tête qu'elle allait arriver avec des sanctions super élevées, super salées. Il n'y a rien qui implique, il n'y a rien qui exclut qu'elle pourrait le faire. Bref, on comprend que sa perspective de base, c'est qu'on va aller avec des montants de base qui sont quand même relativement bas pour se donner du jeu, dépendamment des facteurs aggravants qui peuvent s'en suivre. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui a rassuré beaucoup d'organisations. Puis, en terminant, j'ai entendu récemment, je pense que c'était dans une entrevue que j'ai lue, que la présidente de la Commission d'accès à l'information, Diane Poitras, encourageait les gens, quand ils faisaient des plaintes à la Commission d'accès concernant des pratiques d'une entreprise, à contacter le responsable de la protection des renseignements personnels de l'entreprise pour régler le problème avant de se plaindre à la CAI. Donc, je ne sais pas si elle va poursuivre cette pratique-là par la suite, là, donc après le 22 septembre. Mais bref, ça démontre qu'il y a comme une espèce d'attente de la commission que l'individu ait essayé de faire des démarches auprès de l'entreprise avant qu'elle fasse enquête et peut-être impose une sanction. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à remarquer. Oui, très intéressant. Puis ça, on regarde un peu le modèle français, entre autres, pour comment l'application s'est faite. Ils ne se sont pas dépêchés à mettre des amendes, mais ils se sont mis beaucoup d'éléments d'accompagnement pour aider les entreprises à se conformer. Mais l'autre côté, quand on regarde, parce qu'il y a un site qui liste toutes les amendes du RGPD qui sont données, et c'est très intéressant de voir qu'au-delà du fait d'avoir dans les journaux une fois de temps en temps, Google ou Facebook a été mis à l'amende à raison de plusieurs millions d'euros, ce qui est spectaculaire. La réalité, quand on regarde dans le registre, on voit qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui reçoivent des amendes de 4 000, 5 000, 10 000 euros. Cela est beaucoup plus courant comme approche, qui est justement beaucoup plus raisonnable, qui ne sert pas à mettre les entreprises à terre. Et incidemment, j'ai l'impression qu'on va adopter le même genre de pattern ici, d'aider les entreprises à se mettre droit. Puis si ils ne veulent pas, là, on a une gradation raisonnable d'amende, juste assez pour que ça fasse mal, parce que c'est un peu ça l'objectif. Ça fait pas mal, les gens ne respecteront pas les règles, mais qu'ils fassent juste suffisamment mal pour que ça soit un rappel, une petite piqûre de rappel pour nous dire, OK, ouais, c'est important, il faut traiter ça avec sérieux et avancer avec ça. Fait que ça me donne ces impressions-là. Fait que j'ai l'impression qu'on va aller là, et le but, c'est pas de ramasser de l'argent, mais c'est d'aider justement, forcer les plus récalcitrants à se conformer, mais en même temps de pas pénaliser ceux qui font des efforts, là. Oui, exactement. Puis bon, je pense qu'il y a encore, il y a beaucoup de pain sur la planche de la Commission d'accès à l'information en ce moment, là, tant au niveau de comment est-ce qu'elle va appliquer son nouveau régime de sanctions, qu'au niveau de les publications qu'elle va faire, ses lignes directrices sur le consentement qui ne sont pas finalisées encore. On a parlé tantôt du guide sur les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, tout ça. Donc, je pense qu'on en a beaucoup pour la prochaine année. C'est sûr qu'on va suivre ça attentivement pour se donner une meilleure idée de comment la conformité à cette loi-là s'articule. Mais bon, je pense que plusieurs organisations sont dans ce bateau-là où est-ce que le 22 septembre, c'est dans une semaine. Puis ils sont comme, OK, mais là, si je regarde si je regarde l'environnement, si je regarde le contexte, puis tout ça, et on dirait pas là, qu'on est rendu au point où est-ce qu'on envoie des enquêteurs, puis tout le monde. Donc, je pense qu'il y a quand même une espèce de raisonnabilité. On fait des efforts pour améliorer la conformité, on s'en va on essaie de se conformer à tout, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont encore très gris. Donc, c'est difficile de prendre des décisions qui ont des impacts là, au niveau des modèles d'affaires et tout ça. Donc, je pense que c'est ça le contexte en ce moment. Puis que
c'est sûr que de démontrer qu'on prend ça au sérieux puis qu'on cherche à atteindre le maximum de conformité avec les dispositions qu'on peut au meilleur de notre compréhension, de notre interprétation, ben, c'est quelque chose qui va être remarqué et apprécié là, par la commission. Donc, voilà, petit mot d'encouragement là, pour tous les responsables de la PRP qui nous écoutent en ce moment. Là. Non, on va pas perdre d'espoir. Fait que non, c'est très bien. Puis, de toute façon, l'objectif, c'est la conformité, c'est pas les avances, comme tu le mentionnes. Là. Voilà. Donc, je souhaite une bonne dernière semaine d'ici le 22 septembre à nos auditeurs et auditrices. Oui, mais merci beaucoup. C'est très intéressant, ces éléments-là, d'avoir contribué justement à partager ces informations-là juste avant l'application de la deuxième vague des mesures. Donc, voyons voir ce que ça va donner à l'avenir.